D'après un récent rapport annuel sur la dette publique publié par le ministère des Finances, la dette publique a atteint 4 217,73 milliards de francs CFA à la fin décembre 2024. Ceci représente 69,16% du PIB, se rapprochant ainsi du seuil de 70% fixé par l'UEMOA. Cette hausse de 2,51 points par rapport à 2023 s'explique principalement par les besoins de financement liés à la crise sécuritaire dans les régions du Nord ainsi que par les mesures sociales prises pour la lutte contre la vie chère. Entre 2020 et 2024, la dette totale a connu une augmentation passant de 2 555,45 milliards de francs CFA à 4 217,73 milliards de francs CFA. Cette progression est marquée par une hausse de la dette extérieure qui a progressé de 981,28 à 1787,17 milliards de francs CFA, soit une hausse de 82%. En comparaison, la dette intérieure a cru plus pour atteindre 2432,56 milliards de francs CFA en 2024 contre 1574,17 milliards en 2020. L'augmentation de la dette a en effet alourdi le service de la dette. En 2023, le Togo a versé 797,19 milliards de francs CFA, soit une hausse de 12,91% par rapport à 2022. Ce montant se répartit entre 399,17 milliards pour le remboursement du principal et 153,02 milliards pour les intérêts et commissions. Pour garantir la viabilité de la dette, les autorités comptent ramener le déficit budgétaire à 3% du PIB dès 2025. En parallèle, elles poursuivent leur mobilisation sur les marchés financiers avec 332 milliards de francs CFA prévus sur le marché régional de l'UEMOA cette année. Au cours du 4e trimestre de l'année 2024, les dépôts d'argent auprès des systèmes financiers décentralisés, communément appelés microfinances, ont baissé au Togo. C'est ce qu'on apprend du rapport de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, sur la situation de la microfinance au cours du 4e trimestre de l'année 2024 dans l'espace de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA. Dans ce rapport, il apparaît globalement que les dépôts collectés par les microfinances se sont accrus de 38,8 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 1,6% par rapport au 3e trimestre. Ils sont estimés à près de 2500 milliards de francs CFA. Dans certains pays de la sous-région, les dépôts ont connu une hausse. Quant aux crédits octroyés par les microfinances, ils ont augmenté de 128,5 milliards de francs CFA par rapport au 3e trimestre de la même année. Ils s'élèvent à près de 2700 milliards de francs CFA. Au Togo, malgré des dépôts en baisse de l'ordre de 0,5%, les crédits octroyés ont par contre augmenté de 2,7% au cours du 4e trimestre de l'année 2024. Toutes ces informations ont été collectées auprès de 533 microfinances. Au 3e trimestre, c'était 538 microfinances, ce qui veut dire que 5 microfinances ont perdu leur agrément au Bénin, au Burkina Faso et au Togo. Rappelons qu'au cours du 3e trimestre de l'année 2024, une autre microfinance togolaise avait vu son agrément retiré. Au Togo, par une circulaire émise en 2020, le gouvernement avait exhorté les ministres, les dirigeants d'entreprises publiques et les institutions officielles à privilégier l'approvisionnement en biens et services made in Togo. L'objectif est d'encourager la consommation des produits togolais et soutenir l'économie nationale. Cette année encore, l'ensemble des institutions publiques, ministères, sociétés d'État, comités techniques et administratifs sont concernés. L'instruction vise toutes les manifestations liées à la fête, pause café, déjeuner d'entreprise, dîner de gala, ateliers et conférences. C'est dans ce même contexte que le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, Rose Kaïmi-Vedor Sambiani, a sorti une note officielle ce 29 avril 2025 à propos des produits locaux et l'obligation de les privilégier lors des cérémonies officielles, y compris les festivités de la Journée des travailleurs.
Rappelons également que depuis 2020, un mois du consommé local se tient chaque année en octobre. L'objectif est de faire la promotion du Made in Togo. Opter pour la consommation locale, c'est avant tout un acte de foi envers les artisans, agriculteurs et producteurs. C'est une déclaration d'amour envers l'identité et la culture exprimée à travers les saveurs, les textures et les couleurs uniques du terroir. La consommation locale est aussi une question de santé. L'alimentation ayant un impact direct sur le bien-être en privilégiant les produits locaux, l'on a une connaissance précise de leur provenance et de leur composition. L'urbanisation rapide au Togo aggrave les niveaux de pollution de l'air. Les conséquences sont à la fois économiques et surtout sanitaires. Sur le continent, la qualité de l'air est le deuxième facteur de risque de décès. Pour faire face à ces dangers, le Togo, à travers l'Agence nationale de gestion de l'environnement ANGE, lance le projet Qualité de l'air au Togo. Il s'agit d'un projet de mesure de la qualité de l'air dans plusieurs villes, dont Lomé, la capitale. Selon les autorités, ce projet a pour but de permettre à la population de savoir à quelles menaces elle est confrontée quotidiennement. Pour rappel, le projet Qualité de l'air au Togo cible l'usage du bois de chauffe, l'industrialisation non maîtrisée, le brûlage à ciel ouvert des déchets, entre autres, considérés comme les principales sources de pollution atmosphérique. Concernant Lomé, la capitale, elle fait partie des villes africaines les plus polluées depuis quelques années. Ses habitants sont exposés à un niveau de pollution de 4 à 5 fois supérieur à la norme de l'Organisation mondiale de la santé OMS, qui est de 10 microgrammes par mètre cube d'air. Le ministre togolais des enseignements primaires, secondaires et techniques a annoncé encore une fois une réforme significative dans le paysage éducatif du pays. 13 collèges d'enseignement général vont être reclassés en lycée d'enseignement général. Un changement qui vise à revaloriser l'enseignement secondaire, particulièrement dans les zones rurales et semi-urbaines. En effet, les établissements concernés qui jusqu'ici proposaient un cycle de premier degré bénéficieront dorénavant d'un cursus complet allant du secondaire premier au secondaire second. Ainsi, cette évolution permettra aux élèves de poursuivre leurs études jusqu'au baccalauréat sans changer d'établissement, un atout considérable dans un contexte où l'accès à l'éducation peut être un véritable défi. Pour le ministre, l'objectif est de réduire les inégalités d'accès à l'éducation et de limiter les décrochages scolaires causés par l'éloignement des lycées. Pour soutenir cette initiative, des investissements significatifs seront effectués dans les infrastructures, les équipements pédagogiques ainsi que dans le recrutement d'enseignants. Ce changement de statut reflète également une demande croissante pour l'éducation secondaire supérieure au Togo. Prévue pour entrer en vigueur à la rentrée scolaire 2025-2026, cette mesure représente une étape décisive dans la refondation du système éducatif togolais et pourrait redéfinir l'avenir de l'éducation dans le pays. Dans cette salle du Centre international de conférences de Bamako, des associations et partis politiques proches du pouvoir, des chefs coutumiers aussi. Tous sont venus entendre les recommandations de la concertation des forces vives de la nation, avec comme objectif l'adoption d'une nouvelle charte des partis politiques pour le Mali. Et sans surprise, la réforme proposée est radicale. Recommandation: dissoudre tous les partis politiques. Limiter le nombre de partis politiques à 5 au maximum dans la nouvelle charte. 5 partis politiques à l'avenir donc, contre 297 officiellement recensés aujourd'hui dans le pays. Le ministre chargé des réformes politiques assure que tous ont été sollicités pour ce travail de refonte, mais que la majorité d'entre eux n'a pas répondu à l'appel. La cérémonie de ce mardi a aussi été largement boycottée par l'opposition. Les présents sont eux conquis par les recommandations proposées. C'est une décision très salutaire parce que ça va permettre aussi de réformer la scène politique et avoir ensuite des partis politiques solides qui puissent vraiment opérer dans le bonheur du peuple. Il va falloir tout simplement faire en sorte qu'il y ait un minimum de partis politiques dont les conséquences va éviter le fractionnement des populations, n'est-ce pas, le rassemblement des populations
et quelqu'un l'a si bien dit, de corriger un peu la dispersion des forces politiques. Présent également, le Premier ministre Abdoulaye Maïga a promis qu'il transmettra ses recommandations au président de la transition et que des dispositions seront prises pour leur application. Le président Goïta, il en a aussi été question. Même si le sujet n'était pas à l'ordre du jour, une recommandation spécifique préconise qu'Assimi Goïta reste en poste pour 5 années supplémentaires, renouvelables une fois, et que le titre de président de la République lui soit attribué. Des panneaux flambant neufs s'installent sur les boulevards et les avenues d'Abidjan. Ici, l'avenue Noël Némin, du nom du garde des Sceaux ivoirien, croise le boulevard Houphouët-Boigny, débaptisé et rebaptisé. Avant, le boulevard s'appelait Valéry Giscard d'Estaing. Autant dire que le changement ravit les habitants. Ça marque l'histoire de la Côte d'Ivoire. Si chaque boulevard a le nom d'un politicien, a le nom d'un ministre ou un artiste qui est reconnu. On voit ce boulevard chose jusqu'à Destin, boulevard Blanchard. Puis nous on a connu Blanchard, à l'école nous a pris Félix Houphouët-Boigny, les Biaka Boda, les choses, Marie Corée, les voies de Côte d'Ivoire doivent appartenir au nom. Bon, les révolutionnaires ivoiriens, les politiciens ivoiriens, de l'avenir, on peut expliquer nos enfants. On dit que Félix Houphouët-Boigny qui était le premier président de Côte d'Ivoire. D'où ces nouvelles plaques qui se comptent désormais par milliers. Le résultat d'un grand projet de cartographie et de création d'adresses à Abidjan. Initié en 2017, il concerne 14 279 voies, dont 35 boulevards et 211 avenues de la capitale. Financé à hauteur de 15 millions d'euros par la Banque mondiale, son objectif est de donner une adresse aux habitants et professionnels des 13 communes d'Abidjan et des noms à toutes les rues. L'occasion pour le gouvernement de faire table rase du passé. Exit les figures coloniales, place aux personnalités ivoiriennes et africaines, reflet de l'histoire, des valeurs, de la culture de la Côte d'Ivoire. Ces toponymes ont été changés pour permettre une meilleure appropriation du processus, du projet par nos populations. Parce que les noms qui y étaient, depuis longtemps que ces noms existent, ces noms ne se sont pas forcément utilisés par nos populations. Il ne reste plus que 2800 noms à valider à Yopougon. Au total, d'ici la fin de l'année, 14 000 voies seront donc baptisées avec des plaques. Avec à terme, un numéro, un nom de rue et un code postal pour toutes les adresses à Abidjan. Un changement majeur pour cette mégalopole de 6 millions d'habitants. C'est dans ces laboratoires de l'université de Wits qu'ont été conçus ces derniers mois plusieurs vaccins à ARN messager test contre le VIH. Une recherche entièrement financée par les États-Unis et qui a donc dû être interrompue du jour au lendemain. Lorsque le financement a été coupé, nous étions en train de préparer la production de davantage de vaccins. On a dû tout arrêter, tout ce que nous étions en train de faire. Nous avons dû jeter ce qui ne pouvait pas être conservé et le reste, le mettre au congélateur, sans pouvoir rien en faire. Un coup d'arrêt à un programme d'une ambition inédite, le consortium Brilliant rassemblait des chercheurs de 8 pays africains, un budget de 45 millions de dollars pour, et c'est une première, élaborer des vaccins de A à Z sur le continent. C'était un programme très ambitieux. Tout d'abord, il s'agissait des premiers et uniques essais entièrement menés par des chercheurs africains. L'idée était vraiment de créer des vaccins développés en Afrique par des Africains, renforcer les capacités des chercheurs africains à mener des essais cliniques sur le continent, car souvent ce n'est pas le cas et seule une petite partie des essais est réalisée en Afrique. Une composante essentielle du programme qui aurait permis de concevoir des vaccins mieux adaptés aux spécificités des populations africaines les plus touchées par le VIH. Plusieurs types de vaccins étaient étudiés, 2 s'apprêtaient à entrer en phase d'essai clinique. Aucun organisme de financement unique n'est capable de couvrir tout cela. Donc tout le monde cherche maintenant des financements ici et là. Mais il est certain que ça ne sera pas suffisant pour combler ce trou. Nous ne voyons pas comment il sera possible de poursuivre le programme. L'université de Wits a pu reprendre sa recherche pour 6 mois grâce à une bourse de la fondation Elma. D'autres fondations ont aussi apporté des financements à travers le continent, insuffisants cependant pour remplacer le soutien des États-Unis.
Visite officielle en Inde. Le vice-président américain présente sa famille au monde. Son épouse Usha, fille d'immigrants indiens, leurs 3 enfants, passage incontournable au Taj Mahal. J.D. Vance est en mission gestion de crise. Dans la guerre douanière et commerciale, Washington joue l'Inde contre la Chine. Nous devons avoir des objectifs communs et je pense que c'est le cas ici en Inde, tant sur le plan économique que sur celui de la sécurité nationale. Quelques jours plus tôt, le catholique récemment converti a fait escale à Rome, dans l'espoir de rencontrer le pape. Quelques minutes, des mots aimables, des petits cadeaux. Je prie pour vous tous les jours, que Dieu vous bénisse. François, qui s'éteint le lendemain, a maintes fois dénoncé la politique anti-migrants de l'administration américaine. Omniprésent J.D. Vance, les Européens ont découvert sidéré le porte-voix de l'Amérique déclassée à Munich, donneur de leçons sur la sécurité et la démocratie. Dans toute l'Europe, la liberté d'expression, je le crains, est en recul. Propos inacceptables pour Berlin, mais Trump approuve. Je pense qu'il a fait un très bon discours, très brillant. L'Europe a un gros problème d'immigration. J.D. Vance rencontre ce jour-là la chef de l'extrême droite allemande, ouvertement soutenue par le technomilliardaire Musk. Ingérence à quelques jours des législatives anticipées en Allemagne. Fin février, du jamais vu dans le bureau ovale, le président ukrainien venu chercher des garanties de sécurité face à la Russie est violemment pris à partie. Est-ce que vous avez dit merci une seule fois pendant toute cette réunion? Très souvent. Trump semble prêt à sacrifier l'intégrité territoriale de l'Ukraine pour mettre fin à la guerre et se rapprocher de Moscou. Les relations entre alliés ont bien changé. Les Européens sonnés se remettent à parler défense, d'autant qu'un autre dossier réémerge, le Groenland. Washington veut désormais annexer le territoire arctique riche en minerais et d'importance stratégique. Nous ne pouvons pas ignorer les souhaits du président et surtout nous ne pouvons pas ignorer ce que j'ai dit plus tôt, l'empiètement de la Russie et de la Chine au Groenland. Copenhague proteste sans clore le sujet. À 40 ans, l'incisif J.D. Vance, ancien détracteur rallié à Trump 2 fois son âge, joue pleinement la carte MAGA. Jusqu'à lui succéder, trop tôt pour se prononcer, affirmait récemment le président qui n'a pas l'intention de raccrocher. Le ciel est clair et l'endroit semble paisible, mais les apparences sont parfois trompeuses. À Chakoti, petit village pakistanais sur la ligne de contrôle avec l'Inde, les habitants se préparent à la guerre. Dans ce bunker de fortune, au fond du jardin, toute la famille est à pied d'œuvre. Ils doivent remettre en état l'abri avant que la situation ne dégénère. Tous les jours, l'Inde multiplie les menaces. Ils disent qu'ils vont faire ceci ou cela. C'est pourquoi nous nettoyons ces bunkers aujourd'hui. Comme ça, on pourra se mettre à l'abri, si besoin. Des habitants inquiets et impuissants face à une escalade qui paraît inéluctable. Les tensions entre les deux gouvernements continuent de s'intensifier. Hier, le Premier ministre indien Narendra Modi a réuni son état-major pour décider d'une éventuelle intervention militaire. Islamabad se dit certain que Delhi s'apprête à frapper son territoire. Le Pakistan dispose de renseignements crédibles, selon lesquels l'Inde a l'intention de mener une action militaire contre le Pakistan dans les 24 à 36 heures à venir. Washington appelle à la désescalade, tout comme le gouvernement britannique. Pour cet expert pakistanais, les deux pays pourraient se diriger vers un affrontement, mais il devrait être limité. L'Inde semble déterminée à déclencher une guerre, mais celle-ci peut être limitée, pas à grande échelle, car les deux pays sont des puissances nucléaires. Il y a donc très peu de chances qu'une guerre à grande échelle soit déclenchée. Mais des accrochages et des violations de frontières sont à prévoir, et c'est ce que l'Inde fait actuellement. Ces dernières heures, des échanges de tirs ont en effet eu lieu le long de la ligne de contact. Pour le moment, aucune victime n'est à déplorer.